la formalité des pratiques. En fidélité à cette épistémologie de Eckhart, toute son œuvre d'historien a mis au centre de sa démarche l'analyse précise, attentive, des pratiques par lesquelles les hommes et les femmes d'un temps s'approprient, à leur manière, les codes et les lieux qui leur sont imposés, ou bien subvertissent les règles acceptées pour composer des formes inédites. Les pratiques propres au langage de la mystique sont comme emblématiques de ces arts de faire ou faire avec qui détournent les matériaux dont ils s'emparent, passant d'une langue à l'autre, usant de la métaphore qui est manière de brouiller les frontières canoniques entre les champs de savoir, autant aux mots leur signification reçue, le discours mystique institue les conditions d'une communication semblable à nulle autre. Ainsi façonné par réemploi et déplacement, il peut tenter de consigner une expérience inouïe, dire à la première personne la parole qui est en soi, lorsqu'enfin se fait entendre celui qui parle. En un moment où privilège était donné à la nécessité description, à la nécessaire description des dispositifs, grâce auxquels les pouvoirs, quels qu'ils soient, entendent produire du contrôle et de la contrainte, fabriquer de l'autorité et de la conformité, Michel de Certeau rappelait que l'homme ordinaire n'est pas sans ruse ni refuge face aux entreprises qui voudraient le déposséder et le domestiquer. D'un mot, on pourrait dire que la mystique est une réaction contre l'appropriation de la vérité par les clercs qui se professionnalisent à partir du XIIIe siècle. Elle privilégie les lumières des illettrés, l'expérience des femmes, la sagesse des fous, le silence de l'enfant. Elle opte pour les langues vernaculaires contre le latin académique. Elle maintient que l'ignorant a compétence en matière de foi. La mystique, c'est l'autorité de la foule, figure de l'anonyme qui fait un retour indiscret dans le champ des autorités académiques. De l'invention du quotidien à la fable mystique, la recherche est bien la même en quête des procédures d'une créativité que l'institution est impuissante à brider. Penser, c'est passer. Michel de Certeau a beaucoup passé et beaucoup pensé. Voyageur et historien, ce qui est peut-être tout un, mais au fil du parcours, la cohérence n'a jamais manqué, et les détours, en fait, n'en étaient pas. Faire de l'histoire, pour lui, exige que toujours soit élucidée la relation entretenue entre le discours de savoir et le corps social qui le porte et où il s'inscrit. Loin de dissoudre sa scientificité, cette lucidité en est la condition même. De là cette réflexion aiguë sur la discipline qui la comprend tout ensemble comme un lieu et comme une pratique, comme une science et comme une écriture. De là aussi dans la reconnaissance des discontinuités historiques, l'accent mis sur la tension entre discours d'autorité et volonté rebelle, sans doute parce qu'elle traverse notre présent comme les sociétés disparues. L'histoire est lieu d'expérimentation, manière de faire sortir des différences, savoir de l'autre et donc de soi. Pouvoir et limite de la représentation, Marin, le discours et l'image. En 1639, Poussin écrit à son ami et client Chanteloup pour lui annoncer l'envoi du tableau intitulé La Manne. En commentant cette lettre en un temps où l'emploi du terme de lecture allait de soi pour désigner le déchiffrement, la compréhension et l'interprétation d'objets ou de formes qui n'appartiennent pas à l'écrit. Lire un paysage, lire une ville, lire un tableau. Louis Marin entendait questionner l'universalisation de cette catégorie qui implicitement impliquait celle de texte. Si le terme lecture est immédiatement approprié au livre, l'est-il au tableau? Si par extension de sens on parle de lecture à propos du tableau, la question se pose de la validité et de la légitimité de cette extension. Pour répondre à cette double question et pour rompre avec l'immédiateté commode d'une manière de dire, acceptée sans contrôle, une définition rigoureuse des niveaux et champs théoriques de pertinence de la notion de lecture appliquée au tableau était tenue pour nécessaire. Sans restituer ici les différents temps de l'analyse de la lettre de Poussin, retenons seulement sa conclusion. Elle marque à la fois l'irréductibilité et l'intrication entre ces deux formes de représentation qui,
toujours s'excèdent l'une l'autre, que sont le texte et l'image, le discours et la peinture. Le plus haut sens travaille dans l'écart entre le visible, ce qui est montré, figuré, représenté, mis en scène, et le lisible. Visible, lisible, ce qui peut être dit, énoncé, déclaré, écart qui est à la fois le lieu d'une opposition et celui d'un échange entre l'un et l'autre registre. Écart à partir duquel il convient de poser la question du tableau, de ce tableau, de la manne, si tant est que manne eut, qu'est-ce que ceci fut la question que posèrent les Hébreux devant cette chose blanchâtre, sucrée, granuleuse, et par laquelle ils nommèrent la chose. Ils eurent l'événement miraculeux, manne, le qu'est ceci, chose inconnue, innommable, illisible, hors tableau, le ceci est mon corps, de la formule eucharistique où s'articule lisiblement dans le mystère une parole mangeable. Les registres, comme écrit Marin, se croisent, se lient, se répondent, mais jamais ils ne se confondent. Le tableau a le pouvoir de montrer ce que la parole ne peut énoncer, ce qu'aucun texte ne pourra donner à lire. À l'inverse, ce que Marin nommera la défaillance du visible au texte laisse l'image étrangère à la logique de la production du sens que portent les figures du discours. C'est cette tension qu'il a retravaillée dans le dernier livre qu'il a pu relire et corriger avant sa mort, des pouvoirs de l'image. Le propos de l'ouvrage déborde certes de beaucoup cette seule question, puisqu'il pose une question proprement philosophique, celle des conditions transcendantales de possibilité, de légitimité de l'apparition de l'image et de son efficacité, et que pour y répondre, il voue ses dernières gloses à ce qui autorise l'image et le regard, à savoir la lumière. La lumière est son inséparable et transcendantal revers, l'ombre, l'invisible de la lumière dans la lumière même. Condition suprême du voir et de l'être vu, la lumière est invisible en tant que telle, dans son être même. Mais ce livre, inscrit dans l'ordre du philosophique, de l'esthétique et du théologique, comme par exemple la fulgurante vision qui constitue la 8e glose affrontée au secret de la transfiguration, permet aussi, je crois, de marquer l'importance du travail de Marin dans les débats majeurs qui aujourd'hui traversent l'histoire et au-delà toutes les sciences humaines. C'est pourquoi je le prendrai comme point de départ. La théorie de la représentation. La première proposition qu'il pose est celle-ci. Pouvoir de l'image. Effet représentation au double sens que nous avons dit, de présentation, de présentification de l'absent, du mort, et d'auto-représentation instituant le sujet de regard sans l'affect et le sens. L'image est à la fois l'instrumentalisation de la force, le moyen de la puissance et sa fondation en pouvoir. Un double sens, une double fonction sont ainsi assignés à la représentation. Rendre présente une absence, mais aussi exhiber sa propre présence en tant qu'image et ainsi constituer celui qui la regarde comme sujet regardant. Comme il aimait souvent à le faire, Marin retrouve et déplace des définitions anciennes qui deviennent ainsi dans une tension féconde à la fois l'objet et l'instrument de son analyse. Dans son édition de 1727, le dictionnaire de Furetière identifie deux familles de sens apparemment contraires du mot représentation. Représentation, image qui nous remet en idée et en mémoire les objets absents et qui nous les peint tels qu'ils sont. En ce premier sens, la représentation donne à voir l'objet absent, chose, concept ou personne, en lui substituant une image capable de le représenter adéquatement. Représenter et donc faire connaître les choses médiatement par la peinture d'un objet, par les paroles et par les gestes, par quelques figures, par quelques marques. Ainsi les énigmes, les emblèmes, les fables, les allégories, représenter au sens politique et juridique, est aussi tenir la place de quelqu'un, avoir en main son autorité. De là la double définition du représentant, celui qui dans une fonction publique représente une personne absente qui y devait être, et ceux qui sont appelés à une succession comme étant à la place de la personne dont ils ont le droit. Dans cette exception, qui s'ancre dans la signification ancienne et matérielle de la représentation, entendue comme l'effigie mise à la place du roi mort sur son lit funéraire. Quand on va voir les princes morts dans leur lit de parade, on n'en voit que la représentation,
l'effigie. La distinction est radicale entre le représenté absent et ce qui le rend présent, le fait connaître. Une relation déchiffrable est donc postulée entre le signe visible et ce qu'il signifie. Mais dans le dictionnaire de Furetière, le terme a aussi une seconde signification. Représentation se dit au palais de l'exhibition de quelque chose, ce qui amène à la définition de représenter comme signifie aussi comparaître en personne et exhiber les choses. La représentation est ici la monstration d'une présence, la présentation publique d'une chose ou d'une personne. Dans la modalité particulière codifiée de son exhibition, c'est la chose ou la personne elle-même qui constitue sa propre représentation. Le référent et son image font corps, ne font qu'une seule et même chose, adhèrent l'un à l'autre. Représentation se dit quelquefois des gens vivants. On dit d'une mine grave et majestueuse, voilà une personne de belle représentation. Dans la réflexion qu'il a menée sur la théorie de représentation, du livre sur Pascal et la logique de Port-Royal, au pouvoir de l'image, en passant par le portrait du roi. Marin a toujours tenu ensemble ces deux définitions de la notion. La première a, à l'évidence, retenu plus fortement son attention, puisqu'elle s'inscrit dans le droit fil de la théorie représentationnelle du signe élaborée par les grammairiens et les logiciens de Port-Royal. Si cette construction a une pertinence particulière, c'est parce qu'elle désigne et articule les deux opérations de la représentation lorsqu'elle rend présent ce qui est absent. Un des modèles parmi les plus opératoires construits pour explorer le fonctionnement de la représentation moderne, qu'elle soit linguistique ou visuelle, est celui qui propose la prise en considération de la double dimension de son dispositif, dimension transitive ou transparente de l'énoncé. Toute représentation représente quelque chose, dimension réflexive ou opacité énonciative, toute représentation se présente représentant quelque chose. Cette manière de comprendre le fonctionnement du dispositif représentatif a été une forte inspiration pour tous les historiens soucieux de résister aux séductions formalistes d'une sémiotique structurale, sans historicité et désireux de se déprendre de l'inertie ou de l'inivocité des notions classiques de l'histoire des mentalités. En s'appuyant sur la construction opérée au cœur du XVIIe siècle, français par les logiciens du Port-Royal, Marin voulait échapper aux anachronismes épistémologiques et à leurs illusions rétrospectives, considérant que la théorie de la représentation avait elle-même une histoire. Il disait l'élaboration conceptuelle de Port-Royal à la fois comme l'aboutissement de la pensée occidentale de la représentation et comme une construction singulière qui prenait pour matrice de la théorie du signe le modèle théologique de l'Eucharistie. C'est ce modèle qui, dans le portrait du roi, permet de comprendre comment opère la représentation du monarque dans une société chrétienne. Comme l'Eucharistie, le portrait du roi, qu'il soit de peinture ou d'écriture, est tout ensemble la représentation d'un corps historique absent, la fiction d'un corps symbolique, le royaume à la place de l'Église, et la présence réelle d'un corps sacramentel, visible tout sous les espèces qui le dissimulent. C'est ce même modèle eucharistique qui, dans la parole mangée, rend compte de la théorie représentationnelle du signe, telle que l'énonce dans la première partie de la logique de Port-Royal, le chapitre 4, des idées des choses et des idées des signes, ajouté dans l'édition de 1683, 20 ans après la première parue en 1662, après avoir rappelé les critères explicites à partir desquels le texte distingue différentes catégories de signes, certains ou probables, joints aux choses qu'ils signifient ou séparés d'elles, naturelles ou d'institutions. Marin montre que la cohérence de la série des exemples proposés est donnée implicitement par la référence à la théologie de l'Eucharistie. Il conclut son analyse en soulignant les liens qui unissent chez les logiciens de Port-Royal la théorie eucharistique de l'énonciation et la théologie linguistique de l'Eucharistie. C'est ainsi que le corps théologique est la fonction sémiotique même et que pour Port-Royal, en 1683, il y a adéquation parfaite entre le dogme catholique de la présence réelle
et la théorie sémiotique de la représentation signifiante, en nouant dans leur historicité propre les deux dimensions de la représentation moderne, transitive et réflexive. Marin déplaçait l'attention vers l'étude des dispositifs et des mécanismes grâce auxquels toute représentation se présente comme représentant quelque chose. Dans l'introduction de son livre « Opacité de la peinture », il rappelle les effets heuristiques du déplacement qui l'a conduit d'une sémiotique structurale, fondée sur une stricte analyse de la production linguistique du sens, à l'insistance mise à explorer de façon privilégiée les modes et les modalités, les moyens et les procédures de la présentation de la représentation. De là un questionnaire nouveau, retrouvé et déplacé de livre en livre, c'était désormais les modes spécifiques particuliers de l'articulation de l'opacité réflexive et de la transparence transitive, de la représentation dans le champ des arts visuels. C'étaient les figures et configurations historiques et culturelles, idéologiques et politiques que singulièrement cette articulation prenait dans une telle œuvre, telle commande, tel programme. C'étaient tous ces domaines d'objets indissolublement historiques et théoriques qui se trouvaient être les enjeux de la recherche. De là aussi l'attention portée aux éléments capables de livrer le fonctionnement réfléchi de la représentation. Dans le tableau, le cadre, l'ornement, le décor, l'architecture représentée. Pour le texte, l'ensemble des dispositifs discursifs et matériels qui constituent l'appareil formel de l'énonciation. Le travail de Marin croisait ainsi les propositions qui, contre l'absolu du texte sans matérialité ni historicité, plaident pour qu'attention soit donnée aux effets de sens des formes, à la relation de la forme à la signification selon les termes de Mackenzie, D.F. Mackenzie. De manière plus générale, le concept de représentation tel qu'il le comprend et manie a été un appui précieux pour que puisse être repéré et articulé, mieux sans doute que ne le permettait la notion de mentalité, les divers rapports que les individus ou les groupes entretiennent avec le monde social. D'abord les opérations de découpage et de classement qui produisent les configurations multiples grâce auxquelles la réalité est perçue, construite, représentée. Ensuite les signes qui visent à faire reconnaître une identité sociale, à exhiber une manière propre d'être au monde, à signifier symboliquement un statut, un rang, un pouvoir. Enfin, les formes institutionnalisées par lesquelles des représentations incarnent de façon visible, présentifient la cohérence d'une communauté, la force d'une identité ou la permanence d'un pouvoir. Discrètement, à sa manière, l'œuvre de Marin a ainsi modifié plus qu'on ne le pense la façon dont les historiens ont transformé leur compréhension du monde social. Elle les a obligés en effet à repenser les relations qu'entretiennent les modalités de l'exhibition de l'être social ou du pouvoir politique avec les représentations mentales, au sens des représentations collectives de Mauss et Durkheim, qui accordent ou refusent croyance et crédit aux signes visibles, aux formes théâtralisées qui doivent faire reconnaître comme telles la puissance, qu'elle soit souveraine ou sociale.